De toutes les décennies qui ont offert au rock ses notes de noblesse, les mythiques années 70 incarnent dans la mémoire collective plus qu'une simple apogée, une merveilleuse période de félicité. Mue par une fantastique verve créatrice et par un esprit de rébellion propre à l'époque, niché entre l'avènement du mouvement hippie et l'essor du punk, toute une génération d'artistes laissera dans l'histoire de la musique une empreinte proprement indélébile. Parmi la pléiade de groupes qui ont achevé de faire du rock le genre musical majeur de la seconde moitié du XXe siècle, il en existe toutefois un qui a plus difficilement que les autres supporté l'épreuve du temps. Parce que le temps, entité maléfique s'il en est, jalousait cette formation qui régnait jadis sur l'unique royaume où ces affres n'ont pas leur place. Le monde des rêves. Il y a fort longtemps, dans un étrange royaume où les voitures roulent à gauche et où les gens boivent de l'eau chaude à 5 heures appelée Angleterre, quelques jeunes sacripants de basse naissance décidèrent de faire chier leurs voisins et de pécho un max de princesses en créant pléthore de groupes de rock. Salut à tous et bienvenue dans ce premier volet des Rives de la Nuit consacré à un groupe que ton père trouvait déjà ringard quand il avait ton âge. Pour commencer, Genesis, c'est 14 albums sortis entre 1969 et 1991. Ouais, enfin bon, en fait, il y en a 15, mais... Non, il y a absolument rien après cet album. Absolument rien du tout. Genesis, c'est donc 15 albums sortis entre 1969 et 1997 et pas moins de 150 millions écoulés, ce qui classe le groupe parmi les 30 artistes les plus vendeurs de tous les temps, toujours confondus. Tout de suite, ça vous pose un CV. La formation a aussi la particularité d'avoir hébergé en son sein 3 membres qui feront en solo 3 magnifiques carrières. Steve Hackett, Peter Gabriel et surtout Phil Collins, qui est aux côtés de Prince, Madonna et Michael Jackson l'un des artistes les plus bankable des années 80. A titre de comparaison, en dehors des Beatles et des Yardbirds, aucun groupe n'a vu autant de membres vendre autant d'albums en dehors de leur formation d'origine. Mais, vous vous en doutez, il y a un serpent dans la botte. Nous allons donc faire une petite expérience sociale avec, au hasard, Nina. Nous allons poser à Nina une question très simple. Nina, si je te demande de me citer un groupe de rock super culte, tu me dis quoi? Bah, les Beatles. Non mais une formation qui a percé dans les années 70. Led Zeppelin. Enfin, un groupe qui faisait des morceaux plutôt longs. Les Pink Floyd. Non, enfin, avec un chanteur qui a cartonné en solo dans les années 80. Ah, je sais, The Police. You lose. Si Nina n'a pas donné la bonne réponse qui était... Genesis. C'est parce que Nina est quelqu'un de cool. Et donc par conséquent, elle n'écoute pas Genesis. C'est un triste constat, Genesis est aujourd'hui considéré par de nombreux esprits chagrins, non pas comme un groupe absolument mythique, mais comme le synonyme le plus proche du mot ringard. Et pourtant cette formation, honnie par les apôtres du bon goût, d'aucuns affirment que c'est l'une des plus importantes de l'histoire du rock. Genesis est un groupe de rock progressif fondé en 1967 par Peter Gabriel et Tony Banks. Les deux jeunes hommes étudient alors au collège Charterhouse et passent le plus clair de leur temps à jouer de la musique et à écouter les fleurs pousser. Ceci expliquant sûrement cela. Rapidement, le duo s'adjoint les services de 3 autres musiciens, le batteur Chris Stewart, le bassiste Mike Rutherford et le guitariste Anthony Phillips. Le quintet se fait repérer par le chanteur et producteur Jonathan King, qui trouvera le nom du groupe un soir qu'il lisait la Bible. Fortement inspiré par les Beatles et les Bee Gees, Genesis sort son premier 33 tours en 1969, l'oubliable From Genesis to Revelation, enregistré et composé avec les pieds, fade et sans coup d'éclat. Attends, mais tu vas nous faire toute l'histoire de Genesis, là ? Eh bien oui, d'ailleurs l'album va faire un énorme bide et le groupe va rompre son contrat avec King et dégager le batteur Chris Stewart qui le remplace par John Mayhew. L'année suivante, Genesis réalise son deuxième album, Trespass, qui amorce un virage vers le rock progressif un an après la sortie de In the Court of the Crimson King de King Crimson. Comme John Mayhew est pas terrible comme batteur et qu'Anthony Phillips est incapable d'assurer en live à cause du track qu'il ouvre le sphincter dès qu'il monte sur scène, Peter Gabriel décide de virer les deux. Ils sont alors remplacés par un certain Phil Collins à la batterie et Steve Hackett à la guitare. Nous sommes en 1971 et la formation dite classique de Genesis est désormais réunie. A partir de là, Genesis va sortir 4 albums qui connaîtront un succès d'estime important, sans toutefois jamais péter les high scores dans les charts. Nursery Crime en 1971, Foxtrot en 1972, Selling England by the Pound en 1973 et The Lame Lies Down on Broadway en 1974. L'année suivante, en 1975, Peter Gabriel décide d'abandonner le navire se sentant trop à l'étroit dans Genesis tandis que le reste du groupe se sentait quelque peu lassé par la personnalité aussi envahissante qu'imprévisible de leur chanteur. Chose peu commune, c'est le batteur Phil Collins qui le remplacera au micro, les deux hommes ayant la particularité d'avoir 2 voix très semblables. 2 ans plus tard, en 1977, c'est Steve Hackett qui se fait la malle et Phil Collins devient seul maître aux commandes. Et c'est ainsi que les membres de Genesis vécurent heureux et eurent beaucoup de tubes. C'est déjà terminé ? Non.
En fait, l'histoire de Genesis est aussi banale qu'alambiquée. Nous pourrions énumérer pendant des heures leur parcours sans qu'aucun d'entre vous ne comprenne pourquoi c'est génial. Donc on va skipper toute la partie histoire parce que merci Wikipédia et on va aller droit au but. Dans l'imaginaire collectif, le gros de la carrière de Genesis est donc grosso modo divisé en deux époques, l'ère Peter Gabriel et la période Phil Collins. Et c'est justement là que pour beaucoup ça coince. Il faut dire que pour le profane, la carrière étrange de Genesis se confond aisément avec celle de ses leaders. Hydre inversé, la formation historique de 1971, composée de 5 membres, n'a au fil des défections jamais remplacé les postes laissés vacants par ses différentes têtes pensantes. Le départ de Peter Gabriel en 1975 ne fut pas compensé, tout comme celui de Steve Hackett 2 ans plus tard, ce qui sera ironiquement souligné à la sortie du premier album de Genesis sous sa forme finale, And Then There Was Three. Peter Gabriel et Steve Hackett connaîtront tous deux un important succès en solo. Gabriel notamment enchaînera les tubes jusqu'à la fin des années 80. Même Mike Rutherford, qui occupe après le départ d'Hackett la double casquette de guitariste et de bassiste, se lancera avec réussite dans les plaisirs musicaux solitaires, tout en continuant à officier au sein de Genesis. Et évidemment de la formation britannique, tout le monde retient avant tout la carrière de Phil Collins, qui alternera tout comme son compère Rutherford les albums en groupe et en solo. Durant les années 80, Phil Collins enchaînera métronomiquement les tubes, avec une alternance unique à ce niveau dans le rock. Du côté des tubes en solo de Collins, on a In the Air Tonight en 1981, Sussudio en 1985 ou encore Another Day in Paradise en 1990, tandis que le monsieur sortira avec Genesis, Turn It On Again en 1980, Mama en 1983, Land of Confusion en 1986 ou encore Jesus He Knows Me en 1991. Bien que les productions solo de Collins, résolument pop, diffèrent grandement de celles de Genesis qui n'a jamais, contrairement à une croyance populaire absurde, atténué ses épanchements progressifs, le grand public a la fâcheuse tendance à mélanger les deux. Alors bien sûr, la carrière de Phil Collins n'a rien de honteuse et certains de ses albums sont de très bonne facture. Toutefois, sa discographie est qualitativement inférieure à celle de Peter Gabriel et nettement plus, bien que le terme nécessite une utilisation précautionneuse, commerciale que celle de Genesis. Tant et si bien que les mélomanes avertis ne retiennent du groupe que l'air Gabriel et Denny Graswell l'air Collins. Il est vrai qu'entre 1971 et 1975, Genesis a produit quelques-uns des plus merveilleux bijoux, non seulement du rock progressif, mais aussi de la musique dans son entièreté, atteignant des sommets vertigineux de génie sur Nursery Crime, Foxtrot et Selling England by the Pond. Notons d'ailleurs qu'avec le recul des années, ce dernier album est souvent considéré comme l'une des 4 merveilles du prog, avec Close to the Edge de Yes, In the Court of Crimson King de King Crimson et Wish You Were de Pink Floyd. La musique de Genesis se démarque alors par de majestueuses fresques à la frontière entre le rock, la musique savante et les ballades médiévales. Les thèmes abordés trouvent leur source dans les mythes ancestraux anglais, la mythologie grecque ou encore les contes de fées. Beaucoup ont tendance à idéaliser l'ère Gabriel en mettant de côté 3 aspects majeurs. Tout d'abord, déjà à l'époque, Genesis était considéré comme une formation complètement démodée et Peter Gabriel plus une bête de foire qu'une rockstar. Un grand nombre de gens venaient voir le groupe sur scène davantage pour les costumes de scène du chanteur, digne d'une kermesse d'école primaire, que pour sa musique. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'ont commencé à apparaître des tensions entre Gabriel et les 4 autres membres du groupe. Ensuite, Genesis était, jusqu'à la fin des années 70, considéré comme un groupe de peu d'envergure. Nursery Crime, qui est sorti, rappelons-le, en 1971, ne sera certifié disque d'or pour la première fois que 7 ans plus tard, en 1978. Et comme nul n'est prophète en son pays, même quand on s'appelle Genesis, ça n'était pas en Angleterre, mais en France. On parle de rock progressif pour qualifier Genesis, mais le groupe n'était pas particulièrement respecté de cette scène. D'ailleurs, ni Peter Gabriel ni Phil Collins n'ont jamais revendiqué la moindre appartenance au prog. Et surtout le troisième aspect oblitéré et de loin le plus important, c'est que l'ascension populaire de Genesis ne va en aucun cas de pair avec une paupérisation de leur musique. En 1976, un an après le départ de Gabriel, Genesis sort l'excellent A Trick of the Tail, certainement l'album le plus raffiné et inspiré de toute leur discographie, porté par un groupe déterminé à faire oublier l'absence de son génial créateur et qui livre l'une de ses plus belles démonstrations techniques. La même année, le désormais Quatuor sort Wind Everything, et son intro stratosphérique tout droit sorti d'un film de SF. À la défection de Hackett en 77 succède le mélancolique et grandiloquent And Then There Are Three, qui contient 2 des plus grandioses compositions du claviériste Tony Banks, Burning Rope et Undertow. L'album pose les bases de ce qu'allait devenir Genesis par la suite, une effroyable machine de guerre artistique, apte à composer indifféremment morceaux efficaces calibrés pour les charts et les pièces complexes. De plus en plus éloigné de son univers médiéval, marque de fabrique de la formation durant les années 70, Genesis ne cessera jamais de proposer une musique évolutive.
Le groupe va s'atteler à concilier les styles à la mode, probablement influencés par les productions parallèles de Collins, au rock progressif le plus élaboré. Parce que non, même après les départs de Peter Gabriel et de Steve Hackett, Genesis n'a jamais cessé de faire du rock progressif. Quel que soit l'album sorti après 76, on retrouve systématiquement soit des morceaux divisés en parties, soit des pièces de plus de 10 minutes excédant largement le sacro-saint format FM, voire parfois les deux, y compris sur Invisible Touch, pourtant considéré comme leur album le plus commercial. Ça ne veut pas dire que Genesis n'est pas un groupe ringard pour autant, en tout cas pas pour cette raison. Au terme ringard, il convient plutôt d'utiliser le mot anticonformiste. Phil Collins comme Peter Gabriel viennent d'une époque où devenir viral n'était pas une préoccupation, mais où les codes vestimentaires, les modes et les tendances avaient déjà un sens. Mais de ça, ils n'en avaient cure. Peter Gabriel avait beau être un putain de beau gosse, ça ne l'empêchait pas de se déguiser en vieille femme ou de se raser le crâne. Quant à Phil Collins, c'était clairement le musicien le moins swag de l'histoire. Avec sa calvitie prononcée, sa bonhomie, ses bretelles et ses chemises trop grandes rentraient dans des jeans mal coupés. Et c'est précisément cette désinvolture qui en font de véritables rockstars, au sens le plus noble du terme. En réalité, Genesis est très certainement la formation la plus cool de tous les temps. Prenez le morceau Land of Confusion par exemple. Les paroles dépeignent un monde devenu fou, où les hommes politiques sont à cause des problèmes qu'ils prétendent solutionner et où la population est trop occupée à se diviser et à se détester pour reprendre le contrôle de son avenir. Et bien 30 ans plus tard, c'est encore de l'actualité chaude. Genesis, c'est aussi un leg artistique colossal, et contrairement à l'idée reçue, davantage grâce à Phil Collins que Peter Gabriel. Déjà, Collins est l'un des musiciens rock les plus légendaires, respecté bien au-delà des frontières de son genre. Batteur de formation jazz, il avait la particularité rare d'être capable de battre la mesure et de chanter en même temps. Véritable virtuose, son jeu mêlait à la fois vitesse supersonique et puissance titanesque. Collins tapait comme un sourd sur ses fûts au point de le devenir sourd. Il a aussi et surtout remis l'église au centre du village, ou tout du moins la batterie au centre de la scène, donnant à son instrument une véritable dimension mélodique. Il fut l'un des premiers à combiner batterie et boîte à rythme, popularisant au passage largement le gated reverb snare, le son de percus vaporeux typique de la New Wave. Et puis Phil Collins n'était pas seul. Steve Hackett fut avec Jimmy Page de Led Zepp le plus éminent ambassadeur de la guitare 12 cordes. Après son départ de Genesis, c'est le claviériste Tony Banks qui l'a remplacé dans le rôle du lead instrumental. Vous vous rendez compte? Un claviériste soliste en 1977. Si avec ça vous pensez encore que Genesis n'a inspiré personne, alors que l'intégralité des groupes New Wave leur ont tout pompé, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Du coup, Genesis est un groupe ringard. Mais comment peut-on être ringard quand on anticipe les modes et qu'on les crée? Ça n'a pas de sens. Comment autant de critiques reconnus peuvent-ils dénigrer Genesis et conserver encore une once de crédibilité? Ces gens-là ont-ils écouté le magnifique album éponyme de 83 dans lequel le groupe parvient à synthétiser la New Wave de l'époque avec un prog qui groove comme jamais? Comment ont-ils pu descendre à ce point Weekend Dance? Aiment-ils seulement la musique? En faisant fi de l'immonde Calling Out Session, Weekend Dance est très certainement le meilleur dernier album jamais conçu. Après une décennie entière où le groupe a cherché à unir l'inconciliable, l'avant-gardisme et le populaire, se perdant au passage dans les affres de la gloire sur Invisible Touch, Collins, Rutherford et Banks livrent leur tout dernier tour de piste pour ainsi dire. Weekend Dance, référence à peine voilée à l'emblématique morceau Dancing with a Moonlit Night, est un magnifique stop. En 1991, date de sortie de l'album, la techno et la musique électronique explosent, et le groupe ne se sent plus capable de continuer à draguer la masse ni à suivre le train en marche. Genesis ne peut plus danser, ne veut plus le faire et livre quelques-uns de ses plus sublimes morceaux, parmi lesquels No Son of Mine, Driving the Last Peg et surtout le merveilleux Dreaming While You Sleep avec son refrain absolument dantesque. L'album s'achève sur Fading Lights qui, comme son nom l'indique, clôture avec toute la beauté fatale du monde la carrière de l'un des groupes les plus atypiques et touchants du rock'n'roll. Genesis, avec ou sans Peter Gabriel, avec ou sans Steve Hackett, est tout simplement le groupe le plus créatif et novateur de son époque. Celui qui a su le mieux susciter conjointement l'adhésion du grand public et des mélomanes avertis, les vrais, pas loin derrière les Beatles et Pink Floyd. Très clairement, il y a eu un avant et un après Genesis dans l'histoire du rock. Et si au final peu d'artistes revendiquent ouvertement leur filiation avec Genesis,
Il suffit de tendre un tantinet l'oreille pour se rendre compte à quel point, même encore aujourd'hui, le son du groupe est une intarissable source d'inspiration. Et pas que pour les groupes de prog d'ailleurs. On retrouve des plages sonores tout droit venus de l'univers de Genesis dans le tout dernier album de Pond. Dans Currents de Tame Impala. Et bien sûr dans à peu près n'importe quel OST de Final Fantasy. Pour apprécier, embrasser le génie de Genesis, il faut accepter de rentrer dans un univers où l'adulte n'a pas sa place. Être capable de regarder le monde avec les yeux et surtout les oreilles d'un enfant qui refuse de grandir si cela implique de renoncer à ses rêves. C'est accepter que, parfois, nous sommes plus lucides endormis qu'éveillés et que les songes ont ceci de plus attrayant que la réalité qui ne connaissent ni frontières ni limites.